La diversité biologique ou la biodiversité est un terme qui désigne toute forme de vie sur Terre. Et les problèmes liés à la biodiversité concernent l'humanité tout entière. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette tranche écologique Objectif Vert qui s'ouvre aujourd'hui sur la question de la célébration de la Journée internationale de la biodiversité. Elle s'appesantit également sur l'apport de la biodiversité congolaise sur la survie de toute l'humanité. Nous allons également parler au cours de ce numéro de l'état des sièges qui concerne deux parties de notre pays, c'est-à-dire le Nord Kivu et l'Ituri. Vous êtes sans ignorer que ces deux parties de notre pays renferment les aires protégées qui regorgent en leur sein une riche biodiversité. La suite, tout de suite après cette pause. Du plus petit des êtres vivants au plus grand ou au plus gros, si vous le voulez, le monde entier célèbre le 22 mai de chaque année la Journée internationale de la biodiversité. Pour en parler, votre magazine reçoit aujourd'hui M. Benoît Kisuki Maté. Il est au cadre de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, mais également expert en gestion des aires protégées pour la conservation de la biodiversité. Monsieur Benoît, bonjour. Bonjour madame. C'est peut-être d'être l'invité d'Objectif Vert. Merci. Alors avant de continuer, je vous propose de suivre ce document qui revient sur c'est quoi la biodiversité. On se retrouve tout juste après. La biodiversité représente tout ce qui vit sur Terre. C'est le fruit de milliards d'années d'évolution, modelé par des procédés naturels et de plus en plus influencé par l'espèce humaine. Jusqu'à présent, 1,75 million d'espèces ont été identifiées. Mais les scientifiques pensent qu'il pourrait y avoir 13 millions d'espèces vivantes sur notre planète. La biodiversité, c'est la vie. Sans elle, nous ne pourrions pas survivre. Elle nous soigne, car plus de 70 000 espèces d'arbres et d'autres plantes sont utilisées à des fins médicinales. Elle nous permet de nous abriter. S'il n'y avait pas de bois, nous ne pourrions construire ni maisons, ni meubles, ni outils. La biodiversité nous nourrit et nous habille. Les modes de consommation des habitants des pays riches sont la principale cause de perte de biodiversité. La disparition rapide des espèces sur Terre est estimée entre 1000 et 10 000 fois supérieure au taux naturel d'extinction. Aujourd'hui, notre planète abrite 7 milliards d'humains. Nous devons préserver la biodiversité pour qu'elle puisse répondre aux besoins de 9 milliards d'habitants en 2050. La Convention des Nations Unies sur la diversité biologique vise à fournir un cadre permettant la promotion et la protection de la biodiversité en tant que source de biens et de services essentiels à la vie. Les effets des activités humaines, amplifiés ces dernières années par la croissance démographique et le changement climatique, ont considérablement réduit la biodiversité des écosystèmes sur notre planète. Nous pouvons contribuer à privilégier la biodiversité, notamment en choisissant un mode de vie plus durable. L'éducation peut nous aider à comprendre comment nos actions individuelles, aussi insignifiantes qu'elles puissent sembler, peuvent avoir des conséquences globales. Nous devons comprendre que nous faisons tous partie de la toile de la vie. Quand une espèce disparaît, d'autres risquent de disparaître en conséquence. Nous devons sensibiliser nos enfants aujourd'hui pour protéger la biodiversité de demain. Mais comment ? Prenons par exemple un groupe d'élèves du secondaire qui va observer ce qui reste de la forêt dans une zone protégée. Après avoir appris l'importance des forêts, les élèves discutent des causes de la déforestation dans différentes communautés et des effets sur leurs moyens de subsistance, ainsi que sur le climat et autres aléas naturels. Ils développent ensuite une liste de mesures simples à prendre pour aider à restaurer la forêt et à mieux la gérer à travers des gestes qu'ils peuvent adopter à l'école et à la maison. Pour partager ces idées avec d'autres écoles et leurs communautés, ils animent une émission de radio locale pour encourager les gens à replanter des arbres. Durant les fêtes locales, ils organisent des activités et des jeux de rôle pour sensibiliser les gens aux différents aspects de la préservation de l'environnement, ainsi qu'à l'utilisation et la protection des ressources dans les zones protégées. La protection de notre planète est entre nos mains. Merci beaucoup une fois de plus à vous d'être l'invité de ce magazine. Mais d'entrée de jeu, M. Benoît, que devons-nous retenir du thème de cette année? Nous faisons partie de la solution par rapport à la célébration justement de la Journée internationale de la biodiversité. Bien, merci. La biodiversité, comme vous le savez, c'est la diversité des formes de vie que Dieu a créées sur la terre. Et ces formes de vie
se retrouve dans les différentes espèces de la faune et de la flore, y compris l'homme que le Seigneur a créé dans ce monde. L'homme faisant partie de ces espèces que Dieu a créées, donc autant que les ressources naturelles, qu'on appelle aussi des ressources biologiques, qu'on appelle aussi les moyens naturels que Dieu a mis à notre disposition, nous-mêmes aussi nous faisons partie de ces ressources-là. Parce que nous devons aussi concourir à la vie des autres espèces. À la survie aussi. À la survie de nous-mêmes, mais aussi à la survie des autres espèces. C'est comme ça que pour la thématique de cette année, nous-mêmes, nous sommes solution à notre propre développement. Alors, la RDC, on le dit, on le dira jamais assez, regorge une riche biodiversité. Alors, qu'est-ce que la biodiversité qui regorge la RDC en tant que pays peut apporter à toute l'humanité? Vous savez, la problématique majeure aujourd'hui au niveau des sommets mondiaux sur la conservation de la biodiversité, c'est la perte des espèces. Ceux qui essayent d'attirer l'attention du monde entier, c'est qu'il y a diminution des espèces. Or, quand il y a diminution des espèces, ça veut dire qu'il y a aussi diminution de la qualité de la vie. Parce que les fonctions écologiques ne peuvent plus se faire autant qu'on les attend, tout simplement parce que les espèces commencent à disparaître. Alors, si nous, au niveau de la RDC, non seulement que nous sommes une solution, mais nous faisons partie de la solution humanitaire, c'est tout simplement parce que nous avions adopté, depuis l'époque, une politique de la conservation de la nature. Nous sommes parmi les pays qu'on appelle les pays de la méga biodiversité. Et notre pays héberge encore un taux d'endémicité le plus élevé, je peux dire, de l'Afrique. Quand vous dites les taux d'endémicité, vous pouvez expliciter? Ça signifie les espèces naturelles qu'on ne trouve seulement que chez nous. Et dans tous les embranchements, dans tous les genres d'espèces biologiques, en tout cas, on retrouve toujours des espèces qu'on ne peut retrouver que chez nous. Je ne vais pas aller dans les exemples parce qu'il y en a légion, mais est-il que je peux vous parler des lokapis, en parlant des mammifères. Je peux vous parler des bonobos. Ça sont des espèces de mammifères qu'on ne trouve que chez nous. Mais si vous allez dans le monde, comme je vais appeler ça le monde des oiseaux, vous trouvez autant d'espèces. Quand vous allez dans le monde de plantes, on vous dira 11 000 espèces. 11 000 espèces répertoriées jusque-là, alors que beaucoup d'autres espèces ne sont pas encore répertoriées. Donc ça veut dire que notre biodiversité, en fait, participe à la conservation de ces espèces qui peuvent encore permettre la vie sur la Terre. C'est comme ça que la RDC joue ce rôle-là majeur dans la thématique de cette année. À l'annonce de cette émission, ce magazine va également s'appesantir sur la protection de la biodiversité en cette période où notre pays, la RDC, est déclaré en état de siège dans ces deux provinces, notamment la province de l'Ituri et celle du Nord Kivu, qui regorge elle-même en elle des aires protégées qui contiennent des biodiversités. Alors comment est-ce que la RDC peut continuer à garantir justement la préservation de cette biodiversité dans le contexte d'un état de siège que nous vivons actuellement dans notre pays? Bon, vous savez que là vous avez circonscrit la problématique dans une région bien donnée du pays, notamment la province du Nord Kivu et la province de l'Ituri. Tout à fait. Mais entre-temps, je vous dis que ce sont les deux provinces qui contiennent chacune, qui abrite chacune une aire protégée, site de patrimoine mondial. Le parc national de Virunga, qui se trouve au Nord Kivu, était site de patrimoine mondial. La réserve de faune à Okapi, qui se trouve en Ituri, était site de patrimoine mondial. Or, lorsqu'on élève un site naturel ou une aire protégée au rang de site de patrimoine mondial, on se base sur ce qu'on appelle la vue, la valeur universelle exceptionnelle. C'est-à-dire que ce sont des sites qui contiennent des valeurs universelles exceptionnelles. Et le rôle que nous avons pendant cette période de l'état de siège, c'est entre autres renforcer
nos capacités opérationnelles de manière à sauvegarder ces sites-là. Aujourd'hui, c'est vrai que ce sont des sites qui sont en train d'être détruits par des groupes armés, ce sont des sites qui sont en train d'être détruits par certains exploitants miniers, forestiers. Je crois qu'il est du devoir de l'Institut congolais pour la conservation de la nature attaque mandataire, mais du gouvernement de manière générale, parce que la vue, elle est beaucoup plus protégée par le gouvernement, du fait que le gouvernement a signé une convention internationale pour la protection des sites naturels répertoriés sur les sites de patrimoine mondial. Donc c'est vraiment une obligation de notre gouvernement. Donc pendant ce temps, pendant cette période de l'état de siège, nous devons aussi faire attention, entre autres, à la protection de ces sites-là, notamment profiter de cet état de siège pour sortir tous ceux qui sont en train de détruire et restaurer l'état de droit dans ces sites de patrimoine mondial. À ce moment, nous aurons sauvé tout ce qu'il y a comme biodiversité dans ces sites-là. Alors, quelle est l'approche? Vous êtes, je l'avais dit tantôt, au cadre de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Quelle est l'approche de l'ICCN justement pour contribuer à l'ambition nationale de remonter la superficie des aires protégées de 13 à 17% comme il a été recommandé, comme la RDC a pris l'engagement de le faire? La première des choses, c'est que l'Institut congolais pour la conservation de la nature devrait d'abord garantir la protection des aires protégées existantes. Et c'est à la suite de cette vision qu'en fait, le directeur général avait fait beaucoup de notes techniques au niveau du gouvernement et heureusement qu'il a eu gain de cause au point que le gouvernement avait consenti. Juste depuis la présidence même de la République, on avait consenti de créer les corps pour la protection des parcs nationaux et des réserves naturelles apparentées, qu'on appelle corps PPN. Donc ça, c'est une structure paramilitaire qui a été créée au sein de l'ICCN pour renforcer la protection de l'existant. Donc des aires protégées existantes d'abord. Mais après, nous avons aussi un deuxième stade, c'est la prospection des zones qui regorgent la haute valeur de la biodiversité en RDC. On appelle ça les zones de haute importance biologique. Les zones de haute importance biologique qui ont été identifiées. La conception remonte de 2008 et puis vers les années 2010, l'ICCN a créé tout un programme qu'on appelle PARAP. C'est un programme d'appui à la gestion des aires protégées qui a fait le tour de la RDC pour essayer d'identifier les zones où il y a la haute biodiversité. Donc les zones qui étaient ciblées dans l'atelier de 2008, il fallait maintenant qu'on vérifie sur le terrain par des prospections scientifiques si réellement ce qu'on pensait être dans cette zone-là existe. Et là, on a tout un rapport qui en fait confirme ces zones qui sont appelées à devenir aussi des aires protégées. Qui confirme ces prospections antérieures. Ce sont les prospections scientifiques qui confirment notre appréhension de pouvoir ériger des aires protégées dans certaines zones autres. Justement, par rapport à ces nouvelles aires protégées qui peuvent être érigées, est-ce que ces processus justement d'augmentation des pourcentages ne va pas créer des conflits qui existent déjà? En effet, les conflits existent par le fait de manque d'application de la loi. Ce n'est pas que les conflits existent parce que la population le veut, c'est parce qu'on a laissé plutôt la population faire, et avec beaucoup d'intrusion bien sûr. Mais là, le corps PPN va s'en occuper. Mais pour créer une aire protégée, il y a tout un processus. C'est-à-dire qu'il y a la prospection scientifique qui passe pour confirmer les valeurs biologiques à conserver dans cet espace. Après, il y a ce qu'on appelle une enquête socio-économique qui passe pour voir exactement les intérêts de la population par rapport à cet espace, parce qu'on doit intégrer ces intérêts de la population dans cet espace. Il y a une enquête de vacances de terre pour savoir est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut réclamer tout ça, oui. Ou un exploitant forestier ou agricole déjà un titre dans cette zone. Tout ça, on vérifie. On essaie aussi de passer par un message de formation, de sensibilisation de la population, pour que la population comprenne
les biens fondés de la création de cette aire protégée-là et obtenir même l'adhésion de la population pour la création de cette aire protégée. Nous arrivons même au niveau de discuter les statuts parce que les aires protégées sont des différentes catégories. Tout à fait. Donc on essaie de discuter mais la catégorie d'aire protégée à ériger avec la population. On nous donne effectivement les différentes catégories, les modes de gestion de ces catégories-là, les différents modes de protection et la population choisit pour dire non, mais nous pensons que par rapport à la valeur de notre forêt telle que vous l'avez présentée, nous choisissons tel type d'aire protégée. Et donc, ils s'approprient cette aire protégée-là. La population, à ce niveau-là, voilà. Nous amenons la population à s'approprier l'aire protégée, même les modes de gestion de cette aire protégée-là. Parce que c'est que nous vivons. Et si la population n'est pas associée au départ de la définition de ce statut-là, la population se retrouvera comme si on venait lui imposer un statut et les modes de gestion de cette aire protégée. C'est comme ça qu'à l'avance, nous essayons déjà d'impliquer cette population-là. Je vais vous dire un petit cas de l'Omami, par exemple, le parc national de l'Omami. Ok. Nous étions en train de penser qu'on créerait une réserve naturelle. Donc c'est un statut beaucoup plus petit, bon, pas petit, mais c'est un statut qui permet aux populations d'entrer dedans, de pouvoir utiliser les ressources à l'intérieur, mais tout en faisant un zonage avec une zone de protection, des choses comme ça. Mais quand nous avons expliqué à Kindu les différents sites, les menaces qu'il y avait sur cette forêt-là, la population elle-même nous a expliqué... Les autochtones en fait. Oui, la population autochtone nous a expliqué effectivement tout ce qu'ils ont comme problème. Et c'est la même population qui nous a dit non papa, nous pensons qu'ici nous devons ériger plutôt un parc. Et non pas une réserve naturelle parce que nous voyons que le statut est beaucoup plus faible. Voilà. Il faut qu'on aille directement à un parc national. Ça c'était vraiment la population. Et ils ont même fait des rites naturels qu'on appelle Tambiko pour que consacrer. Les ancêtres soient associés pour pouvoir accepter ces statuts-là. Pour consacrer justement cet espace comme parc national. Pour le consacrer. Alors, vous voyez un peu, avec cette procédure thématique, cette procédure, oui. On essaie d'anticiper les conflits à venir. Alors justement, pour revenir à la mise en œuvre du processus RED, qui est une collaboration, un partenariat entre le gouvernement et CAFI, dans la dernière dizaine d'années, les aires protégées n'avaient pas été prises en compte. Alors, quelle est la stratégie de l'ICCN que vous représentez en tout cas devant moi, pour que cette thématique des aires protégées soit intégrée directement dans les prochains partenariats entre la RDC et les CAFI pour les prochains 10 années qui viennent, on va dire 2020-2030? Bien, vous savez qu'au départ, dans la thématique RED, on ne voulait pas prendre les plantes qui ont déjà atteint un niveau climaxique. Et la plupart des aires protégées, ce sont des aires protégées où les arbres ont déjà atteint les niveaux climaxiques. Et là, à l'époque, en tout cas, les gens disaient que non, ce sont des plantes qui ne peuvent plus capturer du carbone, donc ça ne sert plus à rien, on préférait plus les plantations, on préférait plus ceci. Mais je sais que nous étions au Mexique, à Cancun, où nous avons relevé la question de l'émission. Donc, si ces arbres-là ne peuvent pas absorber, mais ces arbres peuvent émettre des... Voilà. D'où la nécessité de prendre en compte même les arbres qui ont atteint les niveaux climatiques. Le deuxième niveau, c'est qu'il y a les sous-bois. Dans les aires protégées, il n'y a pas seulement que les plantes qui ont atteint les niveaux climatiques, mais il y a aussi des espèces qui sont en train de croître. On appelle les sous-bois, à la cage technique. Alors ces arbres-là, essaient de capturer aussi, d'absorber aussi le carbone. Et c'est à partir de ce moment-là qu'effectivement, on a commencé à intégrer finalement aussi des espaces où il y a des espèces qui ont atteint le stade climatique dans les puits carbone. Et les aires protégées ont trouvé finalement un canal. Pour entrer dans les programmes des RED. Et quand nous étions effectivement au Maroc, nous avons essayé de faire une présentation, le directeur général et moi, nous avons fait une présentation qui démontrait, par exemple, l'apport, la contribution des aires protégées de la République démocratique du Congo dans l'absorption des aires de carbone. Dans la lutte contre le changement climatique. Exactement. Et c'est une présentation qui était vraiment beaucoup appréciée par les scientifiques des autres pays de l'Afrique. Il y avait même quelques pays au niveau international. Donc, en ces jours,
il n'y a plus de débat sur les aires protégées, sur l'apport, la contribution des aires protégées sur les phénomènes des changements climatiques. Donc nous sommes déjà candidats au processus ECAFI. Des 10 prochaines années qui vont arriver. Alors la journée internationale de la biodiversité est également l'occasion pour les FIGEF de lancer sa campagne T, cette campagne qui vise justement à limiter ou à stopper les tueries des écogardes à l'est du pays. C'est une campagne qui sera lancée à l'occasion de cette journée qui est consacrée à la biodiversité. Toujours à l'occasion de la célébration de cette journée internationale de la biodiversité, la ministre, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Eve Bazaï Bamassoudi, a donné un message que je vous propose de suivre et on se retrouve juste après. Chers compatriotes, le 22 mai de chaque année, la communauté mondiale commémore la Journée internationale de la biodiversité. La célébration de cette journée a été instituée pour un double but, celui de sensibiliser le public au sujet de l'importance de la biodiversité pour l'humanité et celui d'inviter l'ensemble de la communauté à agir collectivement en faveur de la conservation et de l'utilisation durable de la biodiversité. Chers compatriotes, en dépit de l'évidence du rôle primordial de la biodiversité pour notre bien-être, certaines activités que nous menons menacent sérieusement l'existence de nos ressources biologiques, concourent à leur disparition et compromettent gravement le fonctionnement des écosystèmes. Parmi les principales menaces qui pèsent sur la biodiversité de notre pays, figurent notamment l'agriculture itinérante sur brûlis, la déforestation, la persistance du braconnage, l'occupation des aires protégées par des groupes armés et les populations locales, l'introduction des espèces exotiques envahissantes et l'exploitation minière avec comme conséquence les changements climatiques. Le gouvernement de la République, par le biais du ministère de l'Environnement et du Développement durable, appelle à la conscience des uns et des autres pour œuvrer dans le sens d'éradiquer toutes ces menaces. Pour célébrer la Journée internationale de la biodiversité, le thème choisi de cette année est « Nous faisons partie de la solution ». Ce thème nous rappelle que l'être humain fait partie intégrante de la biodiversité et constitue également la solution efficace à la problématique actuelle liée au climat et à l'atteinte des objectifs de développement durable. Ceci appelle à des actions urgentes et en synergie par l'ensemble de toutes les couches de la société en vue de faire face à ces menaces, y compris la pandémie à Covid-19. Mes chers compatriotes, en ces jours commémoratifs, j'ai saisi l'opportunité qui m'est offerte pour exprimer ma gratitude à l'endroit de tous les partenaires techniques et financiers qui appuient et accompagnent notre pays dans cette lourde et exaltante tâche visant la conservation de la biodiversité et l'utilisation durable de ces éléments constitutifs. Avec un minimum d'engagement de tous, ensemble, nous relèverons les défis du développement durable grâce à la valorisation de notre biodiversité. Nous faisons tous partie de la solution. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la biodiversité. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, cette émission touche à sa fin. Nous avions parlé pour ce numéro de la célébration de la journée mondiale ou internationale en tout cas de la biodiversité. Nous avons parlé de la contribution de la biodiversité congolaise pour l'humanité. Nous avons également parlé de la préservation de cette biodiversité, surtout en cette période où notre pays, c'est-à-dire les deux provinces de la RDC, le Nord Kivu et l'Ituri, sont en état de siège alors qu'elles contiennent des aires protégées qui renferment une riche biodiversité. Pour en parler, nous avions connu la participation de M. Benoît Kisuki Maté. Il est haut cadre de l'ICCN, également expert en gestion des aires protégées pour la conservation de la biodiversité. M. Benoît, un petit mot
par rapport justement à la biodiversité de la RDC, à sa préservation, mais également un message d'interpellation à la population qui vous suit. La conservation de la biodiversité, c'est fait pour l'intérêt de la population. Aujourd'hui, nous avons atteint un stade où on a marié maintenant la conservation de la nature et le développement durable. Ce qui est déjà un stade déjà élevé parce que vous savez que nous avons quitté dans un stade de la conservation contre la population. On est passé au stade de la conservation avec la population, la conservation pour la population, et aujourd'hui on fait la population, on fait la conservation vraiment pour le développement durable de nos populations. Ensemble avec les populations. Ensemble avec les communautés. Oui. Donc nous pensons que c'est le moment que la population doit s'approprier cette conservation. Et là, je vais intervenir directement par rapport à la thématique de tuerie des écogardes. Vous savez que c'est une perte énorme pour nous. Former un écogarde pour la conservation de la biodiversité, pour la protection d'une aire protégée, ce n'est pas un jeu. On investit beaucoup de connaissances, on investit beaucoup de moyens techniques, on investit beaucoup de capacités physiques, beaucoup de capacités tactiques. Donc c'est un homme complet, un homme qui comprend exactement comment assumer cette responsabilité. Tout à fait. Et c'est un homme qui, en dehors de dangers que présentent même ces animaux pour sa vie, mais c'est un homme qui donne sa vie oui, c'est vraiment un homme qui donne sa vie pour la conservation de la nature, mais une conservation qui se fait pour l'humanité, pour la survie de tout le monde. Alors, si nous arrivons à constater que ces gens-là trouvent la mort à travers l'action des êtres humains, à travers l'action de quelques jeunes qui viennent des communautés locales, c'est vraiment une grande perte, c'est un regret pour nous. C'est vraiment un regret pour nous et nous allons demander à ces communautés-là de nous rejoindre pour sensibiliser ce qu'on appelle les groupes armés. Ce sont les enfants de nos communautés qu'on appelle les groupes armés, les bandes armées, et qu'ils peuvent chercher des solutions autrement que de pouvoir tuer des personnes qui sont dédiées à préserver la vie de l'humanité. Donc, si le monde, pour que cette écogarde soit plutôt protégée par tout le monde à partir de la base jusqu'au niveau du sommet de l'État, ça nous ferait énormément du bien. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, madame. À mesure que nous empiétons sur la nature et que nous épuisons les habitats vitaux, les nombres d'espèces en danger ne cessent de croître. L'humanité et l'avenir que nous voulons ne sont pas à l'abri. C'est sur cette phrase d'Antonio Guterres que se referme ce numéro de votre mag écologique Objectif Vert. Merci à vous pour votre attention soutenue à ce programme. D'ici là, prenez soin de vous, mais surtout de votre environnement. Au revoir et à très bientôt.